Hmm. Bonsoir, bonsoir, Hotep, Shalom, Salam à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un smoking sur les épaules d'Idriss Elba, ou que la médiocrité verbale dans la bouche de Gazo. Prenez place, comme vous le savez, la salle est ouverte, la table ronde est spacieuse. Mon ego ne réclame pas une foule immense, je ne suis pas Beyoncé, ni même Chris Brown. Dieu merci. Je ne suis qu'un simple passeur d'idées et d'informations. Je me focalise sur une minorité cérébrale plutôt que sur une majorité décérébrée. Donc, installez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet que je serai amené à remettre sur la table, que j'ai déjà été amené à traiter sous différents angles, et qui, à mon sens, constitue le cœur d'un certain nombre de problèmes que rencontrent les jeunes afros qui naissent et qui grandissent en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc c'est un phénomène qui est vraiment transversal, on peut dire universel, dans le mauvais sens du terme. Nous allons aborder la question de la ghetto-attitude en nous appuyant sur le cas de Kobalade, le rappeur, fumeur et petit ami accessoirement de Weshden, qui, vous le savez certainement, ou pas, du reste, c'est pas non plus une actualité extrêmement centrale qui doit nous mobiliser, néanmoins, voilà, il était jugé ces derniers jours pour homicide involontaire, et si mes informations sont bonnes, il aurait écopé d'une peine de 6 années. Mais au-delà de son cas propre, nous allons essayer de décrypter ce qu'il symbolise, que ce soit sur le plan générationnel, donc en termes de jeunesse, ou sur le plan ethnique ou racial, donc à l'échelle de la communauté afro. Il y a beaucoup à en dire. Je vais tenter de me montrer assez synthétique, et par-dessus tout, je vais compter sur votre participation afin que ce live soit un minimum dynamique pour celles et ceux qui viendraient à le visionner a posteriori, dans une forme de session de rattrapage, étant donné que je l'enregistre et ensuite je le mets sur ma page Insta. Voilà, donc installez-vous, nous sommes une vingtaine. Allez, une fois que nous aurons atteint le chiffre de 30, je pense que nous allons pouvoir ouvrir le bal. Je vais pouvoir lancer les hostilités. Mais comme toujours, je compte sur votre sens de l'écoute active. Autrement dit, j'espère ne pas être en concurrence avec une manette de jeu vidéo à côté ou avec une série Netflix en route. J'ose espérer que vous allez m'accorder votre pleine et entière attention. Voilà. Alors 25, on va encore attendre un tout petit peu. Quelques retardataires, quelques belles âmes un peu curieuses de savoir ce qui va se nouer aujourd'hui sur le terrain du logos collectif. Bon, nous bloquons à 25, 26, on monte un peu les enchères. On redescend à 25, donc certains apparaissent, voient mon chapeau et mes lunettes et prennent fil à l'anglaise.
En tout cas, voilà, installez-vous, celles et ceux qui sont là. Peut-être même, il serait judicieux pour vous de prendre un stylo. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je suis bien entouré. J'ai quelques références à vous transmettre. Évidemment, hein, faut-il que je précise, mes prises de parole ne sont que des mises en bouche, tellement les sujets sont vastes. Alors un jour, les questions sont ouvertes, hein, donc vous pouvez vous permettre. Je m'efforce avec plaisir de les lire et d'y répondre si possible instantanément. Donc est-ce que je pourrais un jour consacrer un live au dandysme, au style, le vêtement, parfum, l'art de vivre autour de cela? Avec plaisir, c'est en projet, hein, d'ailleurs, pour être totalement sincère avec vous, étant donné que le dandysme s'inscrit pour moi dans une solution globale, dans une solution politique. Je parlerai même de dandysme panafricain, et ça je rentrerai plus dans les détails à une autre occasion. Prochain épisode de la librairie africaine, très bientôt. Un épisode qui, honnêtement, est de haute facture autour de la figure notamment de Martin Luther King, avec, pour celles et ceux qui ont coutume de nous suivre, évidemment des passerelles entre son vécu, ce qu'il a apporté en termes d'idéologie, en termes d'attitude, et ce que on peut retrouver ici, avec toujours en prime une petite touche d'autocritique. Il ne s'agit pas d'être dans une posture idolâtre. Certes, on met en avant les femmes et hommes de notre communauté qui ont brillé par leur intelligence, par leur parcours. Pour autant, ce qui prime au-dessus de ces parcours, c'est le sens de la réflexion, et lequel nous oblige à toujours garder en tête que la perfection n'existant pas, il existe par conséquent toujours un angle d'amélioration, et qu'il est utile de souligner. Voilà, donc le prochain épisode de la librairie africaine, notamment consacré à la figure de Martin Luther King, ne va pas tarder. Pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai intitulé ce live, c'est comment faire sortir le ghetto de soi. Merci pour les appréciations autour de mon style. Comme je ne cesse de le répéter avec un peu de provocation, au moins c'est une garantie, au-delà du sentiment de bien-être qu'il me procure, et éventuellement qu'il procure aux yeux de celles et ceux qui ont le sens du goût, eh bien il me protège des bavures policières. Oui, et ça aussi c'est une thématique que je vais marteler, tellement je constate que bon nombre de frères ne parviennent pas encore à saisir l'importance de l'apparence dans les interactions, et pas que à l'endroit de la police. La police, c'est un symbole, mais plus globalement à l'endroit de toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. Je referme cette parenthèse, même si je sais que certains d'entre vous vont me relancer dessus tout au long de ce live. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est comment faire sortir le ghetto de soi. Comment faire sortir le ghetto de soi. Sous-entendu que le ghetto est d'abord et avant tout une attitude, un état d'esprit, un comportement duquel on aurait tout intérêt à se libérer. Et Kobalade est une illustration parfaite de cet impératif qu'il n'a pas su saisir malgré sa bonne volonté, d'où l'intérêt de traiter ce sujet. Donc comment faire sortir le ghetto de soi ? C'est une thématique qui, curieusement, est rarement évoquée. C'est une obligation, un devoir ou un horizon qui est rarement évoqué. Globalement, souvent la thématique qui est évoquée quand on grandit en banlieue HLM, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, comme c'est le cas de centaines de milliers de personnes, de millions même, c'est que très tôt on prend conscience qu'il est urgent, en tout cas dans notre horizon existentiel, de sortir du ghetto, de l'espace ghetto,
de l'espace HLM, tellement il incarne une sorte de prison à ciel ouvert. Donc ça, on en a très vite conscience. Pas besoin de regarder le film La Haine, pas besoin d'écouter les paroles des rappeurs. Ça nous frappe chaque fois qu'on met le nez dehors, à travers la froideur des barres d'immeubles, ou même, puisqu'aujourd'hui les barres d'immeubles sont de moins en moins présentes, compte tenu du plan Borloo qui a détruit symboliquement les bars HLM et les a remplacés par des bâtiments moins hideux, moins imposants. Il n'empêche que voilà, il y a toujours cette atmosphère, j'allais dire, d'isolement qui règne au sein des banlieues HLM. Et cet espace, il se mesure aussi par cet entre-soi de misère, puisque globalement, on ne voit pas de classe moyenne. Il y a une désertion des classes moyennes, alors qu'à l'origine, ces espaces étaient censés incarner, faut-il le rappeler, au détour des années 60-70, au moment où ils sont sortis de terre à l'initiative d'un certain nombre d'architectes, ils étaient censés incarner l'idéal républicain, la mixité sociale. Vraiment, contrairement à les banlieues, c'était le nouveau paradis, le paradis du vivre ensemble, où un médecin devait se retrouver voisin d'un infirmier, qui lui-même devait se retrouver voisin. Si la connexion s'est remise en place, est-ce que vous m'entendez ? Faites-le moi savoir, histoire que je ne parle pas dans le vide, s'il vous plaît. Apparemment, ça bug. Vous m'envoyez désolé. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Alors, je vais... Alors, la connexion semble être de retour. Est-ce que vous confirmez ? Alors, j'ai même l'impression que vos commentaires sont en décalage. Je ne sais pas lequel ou laquelle parmi vous me lance, comme on dirait dans la street, me jette l'œil. Alors que c'est un sujet d'utilité publique que je m'apprête à aborder avec vous. Quoi qu'il en soit, tout croyant que je suis, je sais que il faut rester stable, serein sur ses appuis. Le vent ne peut pas faire tomber un baobab, comme on dit. Ça va de nouveau. Merci. Ndé Martial. Faut quitter et revenir. Oui, si à nouveau je rencontre des difficultés, je vais suivre cette recommandation. Je quitterai et je reviendrai. Je vais faire comme MC Solar. Je vais disparaître pour mieux réapparaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bouche de là. C'est pour les plus anciens d'entre vous. Alors, bon, revenons. J'introduisais donc mon propos sur la construction des banlieues HLM sur le plan architectural, qui répondait d'abord à un désir politique de faire vivre l'idéal républicain de fraternité, où la mixité sociale devait trouver un espace d'épanouissement. Donc ça, c'est les années 50, les années 60. Ce n'est qu'au détour des années 70, et en particulier de la crise survenue par ce qu'on appelle le choc pétrolier de 1973, causé par la guerre Moyen-Orient. Bon, l'OPEP a fermé le robinet, choc pétrolier, les frontières se resserrent, se ferment même, je dirais. Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque fraîchement président, 1974, décide d'ouvrir la France via le regroupement familial à une nouvelle population qui était jusque-là une population de l'ombre, une population de bras. Donc les ouvriers algériens,
Maliens, Sénégalais, dans un premier temps, c'était la première vague, ont eu l'autorisation de faire venir leur famille et d'obtenir la nationalité, le regroupement familial. Simplement, eh bien, dans l'urgence, il a fallu trouver des espaces de vie et ce qui initialement était censé incarner la mixité sociale est devenu le point de chute de cette nouvelle population que n'avaient pas prévu les architectes. Voilà comment les banlieues à HLM, les ghettos ont vu le jour, donc par un malheureux concours de circonstances. Et c'est important de le comprendre, ça nous permettra un peu plus tard de comprendre l'absurdité que constitue le fait d'être fier de son département. Ouais, je suis du 9-5, je suis du 9-3, je suis du 7-8, alors que c'est un pire et tragique accident de l'histoire. Il n'y a aucune fierté à tirer d'avoir grandi à Grigny, à Sarcelles, à Vigneux, à la Castellane ou autre. Néanmoins, on a grandi avec cette glorification de cet espace géographique qui était vraiment, je répète, un accident, ou sur lequel nos parents, nos grands-parents n'ont nourri aucun rituel, aucun culte, pour lequel on n'avait pas d'attache particulière. Mais quoi qu'il en soit, voilà, regroupement familial, banlieue HLM, les banlieues émergent, fin des années 70, première émeute à Vaux-en-Velin à Lyon, années 82, 83, marche des beurs, SOS Racisme commence à faire entendre son son de cloche, et par la même occasion, le discours victimaire s'installe. Le discours victimaire, c'est en tant que Noirs et Arabes, on est exclusivement victime de la société. Alors c'est important, je plante le décor, pour que chacun puisse ensuite comprendre ce qui en a découlé, tellement c'est fondamental. Ce sont les piliers d'un raisonnement. Donc il y a eu un regroupement ethnique accidentel, d'accord, noirs et arabes, regroupés dans un même espace. Ajouter à cela un discours dans les années 80 qui a enveloppé cette même population, notamment sa jeunesse, par une vision exclusivement victimaire. Je dis bien exclusivement, c'est-à-dire que c'est pas simplement d'un côté on se présente, ou en tout cas on dénonce des attaques que l'on subit, donc en tant que victime, tout en cultivant un volontarisme à l'américaine, no pain, no gain, en me retroussant les manches je peux. Non, c'était vraiment exclusivement je souffre, je subis le racisme. Je ne dis pas qu'il n'existait pas, il existait. Pour autant, dans le discours ambiant, n'existait que le racisme comme rapport à la société. C'est dans cet univers-là mental que nous avons grandi. Donc là, c'est les années 80. Les années 80, le rap commence à surgir. D'abord un rap un peu folklorique, Benebi d'un côté, MC Solar avec sa poésie. Donc là, c'est le génie qui rend crédible et légitime ce nouvel art, même s'il nous venait des États-Unis, mais du moins en France. Aux États-Unis, c'était un art revendicateur, visant à dénoncer, à pointer du doigt une certaine souffrance sociale qui découlait des années 70, de l'invasion du crack dans les ghettos et l'émergence comme cela d'une misère absolue dans les ghettos afro-américains. Pour ce qui est de la France, c'était pas aussi violent, c'était plus sur fond d'une victimisation. Donc c'était une dénonciation, mais qui ne reposait pas sur les mêmes douleurs existentielles que celles que subissaient les Afro-Américains. En France, même si il y avait quelques bavures policières, les Malekousekine, on s'en souvient. Je ne dis pas que l'hostilité policière n'existait pas. Pour autant, ce n'était pas aussi marqué. Le sol français n'a jamais été marqué, métropolitain j'entends, par les lois Jim Crow, par un esprit comme cela de ségrégation dure. Donc, l'identité ghetto, la mentalité ghetto commence à voir le jour sur ce terreau-là, victimaire et sentiment d'isolation, d'exclusion, par conséquent. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle génération de rappeurs voit le jour. Quand je dis nouvelle génération, là, c'est plus les MC Solar, c'est plutôt, on passe d'un côté les IAM et de l'autre les NTM, les deux grands, même s'il y en a eu d'autres, mais là je vais me focaliser simplement sur ces deux groupes qui
se sont révélés être porteurs du discours SOS Racisme. Principalement, quand vous écoutez leurs textes, même si, s'agissant de NTM et Laisse pas traîner ton fils, il y a quand même une responsabilisation, en tout cas une volonté de responsabiliser les parents, il n'empêche que, globalement, dans les discours, c'était le déterminisme social qui était pointé, c'était la faute de l'État. En tant que Noirs et Arabes, on a tout subi. On subit l'exclusion, on subit la discrimination, on subit les bavures. Mais jamais, au grand jamais, on se remet en question. Jamais, au grand jamais, on incite la jeunesse à prendre son destin en main par l'école. Donc ça, c'est un point à garder dans un coin de la tête. Donc c'est là que les années 90 se poursuivent. Et les années 90, bon, il y a des petites émeutes ici ou là, rien de comparable avec celles de Vaux-en-Velin, et rien de comparable avec celles qui viendront en 2005 avec Ziad Bouna. Pour autant, l'atmosphère se renforce dans l'esprit, dans le sentiment d'exclusion. Donc moi, par exemple, j'avais 17 ans au moment de la Coupe du Monde de 1998, avec cette bouffée d'air, cette bouffée d'espoir, la victoire de la France. On a parlé de France Black Blanc Beurre, simplement. 2 mois après la victoire de la Coupe du Monde, j'étais en prison, à Fleury-Mérogis. Et je vous raconte ça, non pas pour vous parler de ma petite personne, mais pour vous expliquer que le concept d'identité ghetto avait commencé réellement à s'implanter. L'identité ghetto, qu'est-ce que c'est? Donc c'est au-delà de l'espace physique, qui ensuite donne lieu psychologiquement à un sentiment d'exclusion, à un sentiment de mépris, eh bien c'est la culture de la rébellion. D'une part, mais dans tous les sens du terme, la culture de la rébellion, ou sous un autre angle, on pourrait parler d'anarchisme total, et le mot total implique le recours à la violence, comme moyen d'expression fondamental, moyen d'expression existentiel, moyen d'expression vraiment aussi bien à l'endroit des institutions, la police étant notre cible privilégiée, l'école étant pareil l'une de nos sources, que entre nous. Entre nous. Lorsque, à titre individuel, j'ai basculé dans l'identité ghetto pleinement et entièrement, dans la Kaira attitude, c'est lorsqu'à l'âge de 14-15 ans, j'ai été témoin d'un racket. Donc l'un de mes meilleurs amis de l'époque s'est fait racketter en ma présence. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, ce type d'action, mais de façon excessivement violente. C'est-à-dire, il y a un couteau qui est sorti de nulle part. Sa vie s'est retrouvée comme ça, mise en danger sur la sellette en un claquement de doigts pour une casquette Lacoste. Bon, c'était assez particulier. Et rien ne s'est passé par la suite, au point où j'ai compris, en tout cas, j'ai fini dans l'instant par saisir que le ghetto physique était une jungle psychologique qui ne te laissait pas le choix. Soit tu étais un mouton susceptible d'être tondu, ou enfin d'être une proie, soit un loup, d'être un prédateur. Et je ne vous cache pas que j'ai fait le choix d'être un prédateur, comme beaucoup. Comme beaucoup, ça a donné lieu aux guerres des cités. Moi, je vivais à Vigneux, à la Croix-Blanche en particulier, à proximité de cités beaucoup plus grandes comme les pyramides d'Évry ou les Tarterets de Corbeil, 2 villes qui se sont menées une guerre mais qui a duré peut-être une décennie. Donc le moyen d'existence pour les jeunes garçons, ça touchait principalement les garçons. Quand j'ai pris l'exemple de Kobalade, je vous dis qu'il réunit tous les symboles. Donc des garçons, c'était le virilisme. C'était les Spartiates, mais sans l'éthique. C'est-à-dire vraiment, je combats, donc je suis. Je prouve ma valeur, non pas par les notes à l'école, non pas par des capacités sportives, parce que c'était pas donné à tout le monde, mais plutôt par un rapport à la violence et par extension un rapport à la folie. Les deux étant liés. Faut-il le préciser? Petite parenthèse, à l'heure où je vous parle, plus de 50% des places dans les hôpitaux psychiatriques sont occupées par des frères issus des banlieues HLM. On ne le dit pas assez, pourtant c'est vrai. Pourquoi? Comment l'expliquer? Eh bien, c'est que cette mentalité ghetto fondée sur la culture de la violence oblige celui qui s'y livre
à être en permanence en capacité de déployer une violence inouïe, soit pour attaquer, pour racketter, soit pour se faire respecter. Et parfois, ça peut nous amener, comme on dit, faire une dinguerie, faire le ouf. Bon. Et dans bien des cas, étant donné qu'on n'a pas intérieurement cette barrière psychologique, ce fameux surmoi, comme dirait Freud, eh bien cette barrière nous fait basculer réellement dans un acte qui nous fait perdre totalement le sens de la réalité. Et c'est comme ça que bon nombre se retrouvent totalement déphasés, commencent à parler tout seuls suite à une humiliation. Ils ont voulu jouer les durs, ils ont voulu faire les fous. Hélas, ça n'a pas tourné à leur avantage. Ils se sont fait humilier en public. J'ai été témoin à maintes reprises de ce type de situation. Et la réputation dans les cités, c'est tout ce que l'on a. Vous n'existez qu'à travers votre prénom, votre surnom. Et comme vous êtes fait ragal, comme on disait à l'époque, eh bien, vous avez du mal à le supporter et vous commencez à parler tout seul, à marcher tout seul et à basculer. J'ai eu au moins, moi, à ma petite échelle, tenez-vous bien, allez, au moins une dizaine, et vraiment, je pèse mes mots, une dizaine d'amis proches ou moins proches qui ont sombré soit de façon définitive, soit de façon temporaire dans la folie. Voilà, donc c'est pour dire que cette psychologie ghetto, la culture de la rébellion et de la violence, pousse ou propulse bon nombre de jeunes aux frontières du réel, aux frontières de la folie. D'accord ? Éco-balader, parce que si on ajoute à ça l'impact de l'alcool, du shit, ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Éco-balader incarne la nouvelle génération de cette identité ghetto. Il l'incarne. Il l'incarne à l'excès, puisque lui, il rajoute cerise sur le gâteau, ce petit don artistique qui lui a permis d'accéder au premier rang, si je puis dire, du végétarien. Voilà, le cannabis accentue la folie aussi. Voilà, c'est ce que je disais, l'alcool et le cannabis, très clairement. Kerry James a consacré une chanson là-dessus, incroyable, d'ailleurs, mais inoubliable, un peu ceux qui la connaissent, où il parle du joint, la fumée du joint le contient, la rage, etc. Enfin, j'ai plus le texte en tête par cœur, vous m'excuserez. Pour autant, je vous invite à aller le consulter. Donc, le poids du cannabis augmente ce rapport à la folie. Mais cette folie, hélas, elle est vécue comme une arme nucléaire, comme une arme de dissuasion massive. C'est-à-dire que faire le fou, c'est une très bonne chose quand on grandit dans le ghetto. Alors, as-tu lu la publication sur la lecture que je t'ai envoyée ? Oui, Alex, je te remercie, Tavares. Je vais revenir. J'ai prévu d'y consacrer une petite vidéo, une petite pastille demain. C'est pour la petite histoire, c'est un compte rendu du Conseil d'État, de la Cour des comptes, pardon, qui pointe l'importance de la lecture dans le développement des enfants et qui, en fait, c'est ce que je ne cesse de répéter tous les jours. Donc là, il y a une énième confirmation institutionnelle, donc ça ne fait que de mettre de l'eau à mon moulin. Donc je referme la parenthèse. Pour ce qui est de la mentalité ghetto, donc Kobalade, lui, qu'est-ce qu'il incarnait ? Il incarne cette mentalité ghetto, mais saupoudrée de succès matériel et économique. Star du rap, apparemment, il a eu accès par son statut, à un certain capital économique. J'aurais pu prendre aussi l'exemple de MHD, c'est du copier-coller. Bon. Donc ils ont pu accéder à certains lieux, ils n'étaient plus forcément dans les halls, ils étaient plus à la Fashion Week, à côtoyer d'autres stars, pas forcément issus du ghetto, très bien. De l'extérieur, on pouvait croire que ça y est, ils s'en étaient sortis, et mieux que la moyenne des gens qui sortent du ghetto. Sauf que, non, il a fait la une plus que jamais des faits divers. D'abord pour une bagarre en discothèque, qui lui a valu un premier passage par la case prison. Et puis, alors qu'il s'était du moins repenti, qu'il avait exposé sa nouvelle vie de média en média, et en particulier bras dessous de sa compagne et autres stars Weshden, jurant qu'il avait définitivement tourné le dos au ghetto, à ses pratiques, que ce soit le cannabis, que ce soit même l'atmosphère, patatrac, coup de théâtre, il se retrouve au cœur d'une histoire
tragique. Certains diront d'une histoire palmadienne, en référence à l'histoire de Pierre Palmade, mais là c'est encore plus tragique, puisque il y a eu un mort, et en l'occurrence il s'agissait d'un très bon ami à lui, et lui il était responsable de ce drame. Donc il portera toute sa vie ce mort dans sa conscience. Et qu'est-ce que cet accident tragique a mis à jour? Eh bien, le thème d'aujourd'hui, à savoir que on a beau quitter le ghetto physiquement, ça ne veut pas pour autant dire qu'on parvient à faire sortir le ghetto de nous. C'est-à-dire que le ghetto, c'est d'abord une psychologie qui se caractérise par une manière de parler, par une attitude, par un rapport au monde. Et c'est tellement vrai, cette prégnance, que bon nombre de celles et ceux qui grandissent dans le ghetto, même lorsqu'ensuite ils accèdent avec l'âge, un peu de maturité, à un travail, ou qui rentrent dans un couple mixte et partagent leur vie avec une personne qui n'a pas grandi dans le ghetto, bien malgré cette échappatoire existentielle, eh bien ils ne parviennent pas à se libérer de cette attitude, en tout cas pleinement, de cette identité ghetto, dans la mesure où ils sont convaincus que cette impulsivité, ce rapport à la violence, fait partie d'eux. Ils sont convaincus, et ça c'est ce qui rend la prise de conscience excessivement compliquée, ils sont convaincus que c'est eux, c'est authentique, ils sont vrais. Être nerveux, être violent, être vulgaire, ils y voient l'expression de leur authenticité, plutôt que d'y voir le symptôme d'une maladie qui les empêche littéralement d'être réellement eux-mêmes. On ne peut pas être soi-même si, pour un oui ou pour un non, vous imaginez, pour un regard de travers soi-disant, pour une micro-bousculade dans un transport en commun, on s'emporte, quitte à envoyer un interlocuteur que l'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève à l'hôpital, voire à la morgue, au nom du respect, le fameux respect, il m'a manqué de respect, m'a manqué de respect, m'a manqué de respect. C'est-à-dire que la culture du respect nous maintient dans cette folie existentielle qui nous coupe de toute responsabilité sur le long terme. C'est-à-dire qu'on perd le pouvoir sur notre destin à cause de la culture du respect. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus de 40 jeunes meurent chaque année dans les bagarres intercités, mais quand on regarde l'origine de ces guerres des cités, dans 90% des cas, et je ne parle pas des escroqueries de trafic mafieux, je ne parle pas de ça, non, je parle vraiment des guerres des cités de jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans, c'est, entre guillemets, le manque de respect. Alors parfois il y a des petites tensions au milieu des demoiselles, oui, il m'a volé ma copine, machin, il m'a manqué de respect, bon, mais c'est essentiellement cette idée de manque de respect. Mais ce rapport au respect ne fait que, c'est la face émergée de l'iceberg, il cache un fond beaucoup plus violent. C'est que, ayant grandi, ayant été forgé exclusivement dans un discours victimaire, n'ayant pas bénéficié d'un vocabulaire suffisamment riche pour accéder à une émancipation et à une estime de soi par le biais de l'école, voilà comment des centaines de milliers, aujourd'hui on compte 3 millions de jeunes, se sont retrouvés contaminés, prisonniers de cette identité ghetto autodestructrice, qui les focalise sur le combat contre le système, contre le racisme, contre cette injustice qu'on leur vend matin, midi et soir, mais qui ne se focalisent pas sur le vrai combat à mener. C'est le combat contre eux-mêmes, contre leurs penchants, contre ces démons intérieurs qu'ils ont d'abord utilisés en guise d'armure pour se protéger, comme je l'ai dit tantôt, de l'extérieur, mais qui ensuite est devenu une seconde nature de laquelle ils ne pouvaient plus s'échapper, au point même de croire que ça fait partie d'eux. Donc, pour le dire sous un autre angle, et qui renvoie à un regard en lien avec l'esclavage ou la colonisation, l'identité ghetto, l'emprise de l'identité ghetto nous fait confondre le concept de libération avec le concept de liberté. Et ça, c'est une distinction que peu ont réussi à identifier, à mettre en lumière, alors qu'elle est déterminante.
quelle est la différence? La libération, donc c'est un processus qui vise, eh bien, à échapper à l'emprise ou à une contrainte extérieure. D'accord? Donc on se libère. C'est un processus qui avait toute sa raison d'être du temps de l'esclavage ou du temps de la colonisation. D'accord? Bon. Simplement, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans des sociétés démocratiques, en tout cas, qui offrent quand même des droits à tout citoyen, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa couleur de peau, eh bien dans ces sociétés-là, en l'occurrence la société française, le combat ne se situe plus sur ce terrain de la libération, mais plutôt sur le terrain de la liberté. La question ne consiste plus, le combat ne vise plus ou ne doit plus viser à se libérer d'une contrainte extérieure, mais plutôt à dompter ces démons intérieurs. C'est-à-dire apprendre à être libre. Donc il y a le combat pour la liberté, donc se libérer, mais celui-ci normalement appartient au passé. Mais étant donné qu'on a la tête dans le discours victimaire qui, matin, midi et soir, nous rappelle l'esclavage et la colonisation, eh bien, on a fini par ne plus prêter attention, ou du moins le confondre avec le vrai combat, qui est le combat de la liberté, c'est-à-dire apprendre à être libre, apprendre à être libre. Et c'est ça tout l'enjeu, apprendre à être libre, apprendre à se maîtriser, apprendre à ne pas s'emporter, apprendre à voir dans la violence physique, dans le recours à la violence, une défaite et non pas une preuve de virilité, sauf qu'à extrême. Je ne parle pas de la légitime défense, je parle vraiment au quotidien. D'accord ? Et cet apprentissage de la liberté, ça a été théorisé, hein, vous vous doutez bien, ça a été théorisé en particulier par un certain Norbert Elias, qui, je vous invite à regarder son œuvre, hein, il parlait du processus d'autocontrôle. Le processus d'autocontrôle, c'est le cœur même de la civilisation. C'est le cœur même de la civilisation, étant donné que vivre en société, c'est vivre en bonne intelligence, y compris avec potentiellement des personnes ennemies ou du moins des personnes antipathiques. Pourquoi? Eh bien, pour l'intérêt collectif. Vous travaillez en entreprise, personne ne vous demande d'aller prendre un verre, d'aller en vacances avec vos collègues. Néanmoins, vous devez maintenir un minimum de cohésion, de politesse, du fait que vous existez dans une interdépendance. Vous vous envoyez des mails, ta compétence, votre compétence dépend de sa compétence et inversement, de facto, vous êtes obligé d'entretenir un minimum de liens. Sauf que ce minimum passe par le port d'un masque, ce qu'on appelle la civilité. Et cette civilité suppose de privilégier, par exemple, l'indifférence à la susceptibilité, de privilégier une forme d'hypocrisie à la franchise. D'accord ? Donc c'est ce rapport au fait de dompter sa liberté que l'on ne nous a pas enseigné et qui nous est hautement préjudiciable. Hautement préjudiciable. Je ne compte pas le nombre d'élèves qui rentrent en contact avec moi, me faisant part des difficultés qu'ils rencontrent au travail, estimant qu'ils sont trop introvertis, qu'ils ne parviennent pas à s'épanouir au travail, qu'ils sont la cible d'attaque, sans comprendre que le fond ne se situe pas, en tout cas la responsabilité première ne se situe pas du côté des collègues, mais plutôt du côté de leur incapacité, déjà de leur non-prise de conscience des enjeux et de leur incapacité à maîtriser ces codes. Et en l'occurrence, un cobaladé, mais tous les cobaladés de France, dont j'ai été, faut-il le rappeler, se caractérisent par cette absence de maîtrise de la liberté. Quand on pense au cas Bouba et Caris, la fameuse bagarre à Orly, imaginez-vous, 2 millionnaires, quarantenaires qui en viennent aux mains dans un aéroport international. Pourquoi? Parce que l'un, dans une chanson, a clashé l'autre et ensuite s'est monté en épingle et il a fallu bomber le torse et prouver que oui, on est plus fort qu'eux, je suis plus fort que toi. Est-ce qu'on a vu un Sarkozy en venir aux mains avec un Villepin, Dominique de Villepin, qui était pourtant son pire ennemi? Et les enjeux étaient autrement plus violents. Non. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus moraux, ils sont animés d'une morale plus grande que Bouba et Caris? Pas sûr. C'est juste qu'ils ont appris à contrôler leur liberté. D'accord? C'est parce qu'on est esclave des lois qu'on est libre, disait Cicéron. Et cette phrase-là
est censé incarner le vivre ensemble en société. C'est fondamentalement la discipline, la maîtrise de soi qui permet à l'humain d'être libre dans une certaine limite. Alors on parle des jeunes, est-ce que c'est bien l'école publique qui les enfonce dans la racaillerie? Très bonne question. Merci pour les questions, n'hésitez pas. Hein. Je parle. Simplement, si vous avez des questions, je m'arrête et j'y réponds dans une logique interactive. Est-ce bien l'école publique qui les enfonce? Alors, honnêtement, l'école ne les enfonce pas. Moi, mon point de vue à ce sujet, c'est que l'école ne sait pas transmettre les fondamentaux de la langue qui sont indispensables pour ensuite permettre à un jeune de voir dans l'école un allié. Concrètement, si vous débarquez à l'école avec un vocabulaire excessivement défaillant, comme ça a été déjà diagnostiqué à maintes reprises, notamment par Céline Alvarez dans son ouvrage, mais par d'autres aussi, des études en veux-tu, en voilà ont été poussées. Je pense, il est où, à cet ouvrage Langage et classe sociale, qui le dit mieux qu'aucun autre, hein, de Basil Bernstein. Eh bien, quand un enfant arrive à l'école en tant que handicapé linguistique, l'école, elle, n'a pas encore trouvé le moyen de compenser cet handicap, ou du moins de donner aux enfants qui en sont victimes le déficit comparativement à ceux qui ont eu la chance de baigner dans un univers linguistique familial favorable. Voilà comment Moussa et Mohamed, qui à la maison grandissent au milieu de l'arabe ou du wolof ou du soninké ou du bombara ou du ningala et j'en passe, eh bien, quand ils débarquent à l'école, à moins d'avoir été piqués par le virus de la lecture, ils voient dans l'école de l'humiliation. Clairement, parce que vous avez 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous devez écrire même un texte de 10, 15 lignes, 30 lignes, raconter vos vacances, raconter telle chose. Vous en êtes totalement incapable. Quand vous êtes prisonnier de « wesh, t'as vu, t'as capté, c'est gueudin, c'est un ouf, c'est une dinguerie », vous ne mesurez pas la difficulté ou l'océan qui sépare un jeune qui possède ce langage-là d'une réalité scripturale. C'est impossible. Voilà comment, quand il reçoit sa copie, il reçoit en même temps une gifle, puisque la note n'est pas glorieuse, et en prime, le commentaire l'est encore moins. Et ce constat-là d'humiliation personnelle, eh bien, il trouve écho, ou du moins il se réfugie, non pas dans une introspection, non pas dans une volonté de se dire « Ah, il faut que je fasse mieux demain ». Non, il trouve écho dans le discours, c'est ce que j'ai évoqué dès le début, d'où l'importance de planter le décor, dans le discours victimaire. Ah, si j'ai 6, 7, 8 sur 20, si j'ai une mauvaise note, c'est parce que l'esclavage, c'est parce que la colonisation, c'est parce que le racisme. Voilà. Voilà dans quel discours, principalement, nous avons grandi. Alors c'est aussi parce que les professeurs ne maîtrisent pas forcément la langue, c'est sûrement la raison pour laquelle cela ne se transmet pas. Alors, pourquoi la langue ne peut-elle pas se transmettre à l'école ? L'un des frères explique que les professeurs ne maîtrisent pas, les professeurs d'aujourd'hui ne maîtrisent pas forcément. Ça, c'est un bon point, c'est vrai. Il y a déjà un déficit en termes de compétences. Mais à cela s'ajoute un deuxième point. La seule manière de permettre à un jeune d'accéder à la maîtrise d'une langue, que ce soit le français ou une autre, c'est pas simplement en lui transmettant oralement, mais c'est également en l'obligeant à s'en saisir, c'est-à-dire à la pratiquer. De même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, de même c'est en parlant qu'on apprend à parler. Mais là où le bas blesse, c'est que si à l'école, les enfants se mettent à parler, il n'y a plus de place pour l'enseignement. Donc l'école qui théoriquement est censée apprendre la langue ne peut pas dans les faits permettre à un jeune de justement manier cette langue. C'est tout le paradoxe. Donc, concrètement, seuls les parents ont ce pouvoir-là, puisque c'est à la maison ou dans la cour de récréation ou avec ses pairs qu'ils pratiquent. Et ce diagnostic, comprenez-moi bien, hein, ce diagnostic, d'autres l'avaient déjà évoqué depuis longtemps. C'est pas propre aux Noirs et aux Arabes, hein, aux banlieusards. C'est propre à toutes les classes populaires qui sont déficitaires sur le terrain de la langue. Regardez ce magazine, L'Art de parler. Donc, vous voyez qu'il a un peu vécu. Et l'enseignement, enseigner l'oral, une faiblesse française. D'accord ? Je vais vous lire juste un petit passage, le début. En 1943, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean Zay, regrettait
qu'aucune part ne soit réservée à l'enseignement de la parole à proprement dite. L'écolier apprend à lire, à écrire, à lire, écrire, à compter, à raisonner, non à parler. Or, c'est en parlant que bien souvent il devra exercer sa profession. C'est en parlant, en tout cas, qu'il lui faudra presque toujours défendre ses intérêts, soutenir sa pensée, convaincre ses interlocuteurs. 75 ans plus tard, donc aujourd'hui, ce constat implacable semble encore d'actualité. Et on parle de vide majeur. Voilà, donc le diagnostic, il est sur la table depuis des décennies. Simplement, il y a cette incapacité à le combler. Donc, au bout du compte, et c'est ça le plus tragique, c'est que depuis à peu près 5 à 10 ans, on a vu ressurgir une théorie racialiste, j'ai évoqué la semaine dernière, selon laquelle, eh bien, à l'échelle des institutions, les hauts fonctionnaires qui ont autorité sur les programmes, ils en viennent progressivement à se dire « Ah, mais tout bien réfléchi, peut-être que ça coule dans leurs veines, peut-être qu'ils n'ont pas les compétences, tout simplement dans un coin là de la tête cérébrale, et ils n'ont juste pas les neurones pour. » Voilà, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, eh bien, devant leur incapacité à transmettre cette langue française, de plus en plus de hauts fonctionnaires, de décideurs, aboutissent, ou du moins se réfugient derrière l'explication selon laquelle, voilà, ça serait génétique. D'accord ? Alors donc la République est responsable à plus de 50% de cette violence. Alors, c'est intéressant cette remarque puisque ça témoigne encore de cette obsession dans laquelle nous avons grandi, de vouloir, comme le disait Jean-Paul Sartre, trouver le responsable à nos malheurs dans les institutions, dans un déterminisme, j'allais dire, politique. Moi, ce qui me pose problème avec ce type d'affirmation, c'est que ça nous déresponsabilise totalement. Et bien, heureusement que les frères et sœurs qui viennent du pays pour poursuivre ensuite leurs études post-bac, eh bien, eux, ils nous ouvrent les yeux, parce que quand ils débarquent, ils n'ont pas le temps d'entendre ou de s'attarder sur le discours oui, on subit le racisme, oui, l'État, la police. Non. Eux, la seule chose qu'ils voient, c'est les opportunités. Ils voient qu'il y a les bibliothèques dont ils rêvaient et les livres, en l'occurrence, sont à portée de main gratuitement. Les établissements, les centres de formation, les professeurs, bref, tout est là et qu'il leur suffit juste de s'asseoir, de se retrousser les manches, de réviser, d'écouter et ensuite d'aller à la conquête de son destin à travers les différents examens. Donc fondamentalement, c'est vraiment ce conditionnement mental qui structure cette identité ghetto, en plus de l'influence négative des rappeurs. Et s'agissant, alors, si on s'y met à la place de l'enfant, alors là, j'ai pas saisi le sens de la phrase, vous m'excuserez, incapacité, absence d'ouverture et surtout pas formé en pédagogie. Ah, ça c'est vrai. La pédagogie à la française, elle est connue pour être assez humiliante, quoi. C'est la pédagogie, et même ça se retrouve dans le monde entrepreneurial, hein. C'est le marketing, enfin le management, pardon, du petit chef à la française, où chacun se prend pour Louis XIV, nourrit son estime personnelle dans l'humiliation, dans le rabaissement, plutôt que dans les encouragements. Donc vraiment, à ce niveau-là, oui, il y aurait beaucoup à en dire. C'est indéniable. Simplement, bon, aujourd'hui, moi, je veux vraiment que nous nous attardions, ou que du moins, que nous concentrions sur la distinction à opérer et que nous n'opérons pas encore suffisamment entre la libération et la liberté. Et je vais vous lire un autre passage très inspirant et dans lequel vous allez retrouver 90% des situations de vie que nous rencontrons dans le ghetto, notamment les jeunes hommes. Ouvrez bien vos oreilles, tellement c'est poignant. Ça nous vient de Frederick Douglass. Dois-je préciser qui est Frederick Douglass? Premier Afro-Américain à s'être libéré de l'esclavage en ayant appris à lire et en ayant écrit en catimini lui-même son sauf-conduit, et ce qui lui a permis d'échapper à l'esclavage. Donc et après, il est devenu le grand orateur et le grand homme que la postérité connaît. Voilà, les parents. Je reviendrai sur le rôle des parents, effectivement, qui n'ont pas les outils linguistiques et même en termes d'autorité pour inciter, ou en tout cas pour armer leurs enfants. Je vais vous lire un passage, écoutez bien,
ça va vous permettre de voir clair entre la libération et la liberté. Vous pouvez être libre, c'est-à-dire accéder à la libération, si à côté de cela, vous ne maîtrisez pas votre liberté, finalement, votre liberté se retourne contre vous. Finalement, votre liberté devient votre pire ennemi. Écoutez bien ce diagnostic de Frédéric Douglass. Donc là, c'est du temps de l'esclavage. Tout ce que je sais des effets de ces vacances sur l'esclave, donc vacances, c'est l'expression de la liberté, hein, on est en vacances, bon, me donne à penser qu'elles sont un des plus efficaces moyens dont disposent les propriétaires d'esclaves pour étouffer tout esprit de rébellion. Si les propriétaires d'esclaves devaient du jour au lendemain abandonner cet usage, je n'ai aucun doute que cela provoquerait aussitôt une insurrection chez les esclaves. Ces vacances sont des valves de sûreté, des exutoires pour l'esprit de rébellion de cette partie de l'humanité maintenue en esclavage. Sans elles, l'esclave en serait réduit au complet désespoir. Et malheur aux propriétaires, le jour où ils priveront de ces valves et de ces exutoires. Ensuite, il précise, ces vacances sont une part essentielle de l'immense mensonge de l'esclavage, de son horreur et de son inhumanité. On les donne volontiers comme un usage établi par les bontés du maître. Après, il rajoute, leur but, et c'est là que ça devient vraiment poignant, leur but est de les plonger dans les bas-fonds de la débauche afin de les dégoûter de la liberté. Je répète, leur but, donc le fait de donner à l'esclave un semblant de liberté par le biais des vacances, est de les plonger dans les bas-fonds de la débauche. Donc, identité ghetto, l'alcool, la drogue, afin de les dégoûter de la liberté. Ainsi, il ne leur suffit pas que l'esclave boive de son propre gré, ils imaginent divers stratagèmes pour les saouler. Ils vont par exemple organiser des paris, etc. Voilà. Et c'est cet astucieux stratagème qui fait confondre débauche et liberté. Confondre débauche et liberté. La plupart d'entre nous tombaient dans ce panneau avec un résultat prévisible. Plusieurs finissaient par penser que la différence entre la liberté et l'esclavage n'était pas si grande et que, à tout prendre, il valait mieux être esclave d'un homme plutôt que du rhum. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, bien compris tout ce que j'ai essayé de lire là à l'instant, mais c'est d'une puissance incroyable. Ça mériterait d'être médité longuement. C'est que Frédéric Douglass, à travers ces quelques pages, nous a expliqué que le propre de l'esclave, mais on peut étendre la métaphore de l'esclave, ce n'est pas tant les chaînes, c'est qu'il ne sait pas maîtriser sa liberté. Et ensuite, après, il explique pourquoi il ne sait pas maîtriser sa liberté. Parce qu'il ne lit pas. Et ça, on en viendra à la fin. Il ne sait pas maîtriser sa liberté au point où il abuse de sa liberté. Il se vautre dans une liberté faite d'alcool, de drogue, de sexe à outrance pour ceux qui sont, entre guillemets, privilégiés. Mais globalement, cette liberté devient très vite un poison pour lui. Et à l'arrivée, il finit finalement par le regretter. Soit aujourd'hui au cimetière, en prison ou à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà le grand combat que nous devons mener et auquel nous n'avons pas encore toujours conscience concernant ces enjeux. Combien de fois, quand j'évoque l'importance, ne serait-ce que de sortir du vêtement ghetto, donc de l'apparence Kaira, combien de frères me tombent dessus comme si j'avais insulté leurs parents et tout leur arbre généalogique. Je leur suggère de faire preuve, de se convertir à l'élégance, et pour eux, c'est une insulte. Oui, pourquoi tu veux qu'on s'habille comme les bourgeois blancs? Comme si le fait de s'habiller en jean baissé ou en TN ou en jogging Lacoste, en soi, c'était un mérite, c'était une médaille, c'était une source de fierté. Donc ça témoigne de la profondeur et de l'enracinement de cette culture de l'autodestruction qui ne dit pas son nom. Alors, donc, si je comprends bien, mettons qu'un homme gay te touche les fesses ou tente de te rouler une pelle, tu vas lui mettre... Alors là, c'est intéressant puisque ça revient à ce que j'évoquais. Écoutez l'un des commentaires. Si je comprends bien, mettons qu'un homme gay te touche les fesses ou tente de te rouler une pelle, tu vas lui mettre une ou dialoguer avec lui. Honnêtement, je ne sais même pas, à moins que ce soit un troll,
comment ce scénario peut traverser votre esprit. J'ai bien évoqué tout à l'heure la légitime défense, son impératif, mais au-delà de ça, franchement, enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je réponde? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais ça témoigne que, hélas, parmi nous, il y a toujours certains esprits qui, plutôt que de s'inscrire dans une dynamique positive de compréhension collective, eh bien non, vont chercher la petite bête, comme on dit, chercher des poux sur le crâne d'un chauve. Mais ce n'est pas grave, ils sont quand même les bienvenus. Ça nous permet, nous, d'ouvrir les yeux sur eh bien, ce souci de vigilance que nous devons observer. Alors, on n'a pas le droit de s'énerver. C'est pas qu'on n'a pas le droit de s'énerver. Tout le monde a le droit de s'énerver. C'est juste les conséquences de l'énervement. Il faut encore que je le reprécise. Je parlais de la prise de responsabilité. Les conséquences de l'énervement, quelles sont-elles? L'important, c'est réussir à se maîtriser. Alors, j'ai une question peut-être bête ou un peu... Que pensez-vous de la jeunesse afrodescendante qui sont nés en France? Alors manifestement, Cobb Johnson, vous venez d'arriver, puisque c'est le sujet du jour. Hein. C'est précisément la jeunesse, mais pas simplement celle qui est née en France, celle qui est née dans les ghettos de France, des États-Unis, d'Amérique latine. Et qu'est-ce qui les caractérise? Ce qui les caractérise, au-delà de l'isolement physique qu'on appelle le ghetto, banlieue HLM, c'est surtout une mentalité qui après se traduit par une façon de parler très précaire et empreint de vulgarité et de violence, un rapport au monde empreint de à la fois victimisation, pessimisme et impulsivité et rage, hélas un rejet de l'école, mais parce que d'abord l'école les a rejetés du fait de cet handicap linguistique. Donc fondamentalement, c'est un combat que nous devons tous mener, mais qui d'abord doit commencer en nous-mêmes. Et Dieu merci, de plus en plus de jeunes en ont conscience. Certains rappeurs qui, après avoir glorifié le crime, la vente de drogue et j'en passe, eh bien, on finit par y consacrer quelques rimes, je pense, quelques vers. Je pense à Dossé, dans son méga tube, hein, qui aujourd'hui encore reste son big tube, Habitué. Il a cette phrase, et je crois que c'est la phrase du titre. Il avait passé son temps à attendre que la vie change jusqu'au jour où il a compris que c'était plutôt à lui de changer. Donc il résume parfaitement, à travers cette seule phrase, tout ce que j'essaie d'expliquer. C'est que nous, on a grandi avec l'idée que c'est le monde qui doit changer, qui doit faire tomber les barrières du racisme, qui doit nous offrir tout ce que nous voulons, et jusqu'au jour où on comprend que finalement, non, c'est à nous d'adopter un certain nombre de codes pour accéder, pour avoir les opportunités en phase avec ce que nous sommes individuellement et non pas avec ce que la rue a voulu que nous soyons, à savoir des pitbulls sur pattes. Parce que c'est ce que nous sommes quand nous grandissons en banlieue et que nous sommes enfermés dans cette identité ghetto. Et la preuve, parce que ça peut être violent ce que je dis, mais chaque fois j'appuie sur des faits. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce petit extrait malheureux qui circule sur les réseaux. Je crois suite à la sentence qui s'est abattue sur Kobalade, Weshden, en tout cas ça semble être elle, était sur le point d'en venir aux mains avec, je ne sais, une tierce personne. Voilà. D'ailleurs, malgré le statut qui est le sien, il a fallu plusieurs personnes pour vraiment la retenir. Voilà. C'est-à-dire que l'identité ghetto, dont l'une des caractéristiques, c'est un rapport assez privilégié à la violence, c'est-à-dire pour nous, se battre, c'est normal. On manque de respect, comment ça, je me laisse pas faire, je me bats. Pour nous, c'est normal. Eh bien, ça nous accompagne. Alors imaginez-vous, vous êtes père de famille, mais empreint d'identité ghetto, sous prétexte que quelqu'un dans la rue vous insulte, vous allez en venir aux mains devant vos enfants. Et si, par malheur, vous faites refaire le portrait, vous mordez la poussière, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette identité ghetto, elle est très très préjudiciable, mais on ne se rend pas compte. Alors, quels sont les livres que vous pouvez nous recommander sur les thématiques qui vous tiennent à cœur? Alors à la fin, je vais vous donner quand même deux, trois ouvrages qui vous permettront de poursuivre, comme de coutume, poursuivre cette réflexion. Alors, la violence devrait-elle être supprimée? Ah, bonne question. La violence devrait-elle être supprimée? Ce que je dis, moi, c'est que la violence, au sens physique du terme et verbal, doit être combattue autant que possible.
et ne doit plus être perçue comme un allié, comme une alliée, ce qu'elle est aujourd'hui dans la mentalité ghetto. Dans la mentalité ghetto, regardez les clips de rap, ou regardez même quand on se parle entre nous dans la street quand on est jeune, ben c'est toujours on a l'insulte facile, y compris pour s'amuser. Ah, quel bâtard, c'est un fils de pute, ah, le bouffon. C'est normal. On prête même pas attention, on ne prend même pas conscience que les mots nous possèdent plus que nous les possédons. Donc, à mesure où chaque jour notre bouche est remplie d'insultes, eh bien ensuite les insultes prononcées sous le ton de l'humour, elles basculent en un rien de temps, pour peu que notre interlocuteur soit mal luné, ou dans l'instant se sent humilié parce que y a un témoin, à savoir une fille, parce que très souvent quand il y a une fille, les tensions, les attitudes changent. Enfin, ça va très très vite, mais le point de départ, c'est que nous sommes d'abord enfermés dans un vocabulaire violent. Ensuite, dans une culture, et dans le prolongement, dans une culture de l'absence de communication, d'acceptation du débat contradictoire. Ça n'existe pas en banlieue, le débat contradictoire. En banlieue, c'est la culture de la vanne, donc empreinte de phrases courtes, de la moquerie, mais sûrement pas du débat contradictoire qui enseigne à celui qui s'y livre régulièrement eh bien l'acceptation du désaccord, le respect du désaccord, la culture de l'indifférence ou de l'ironie. Autant de codes nécessaires dans la vie d'adulte. Alors, différence, violence physique, violence psychologique, oui. La violence psychologique propre à d'autres milieux, il me semble d'ailleurs que tes formations permettent de développer les outils pour y faire face. Oui, la violence psychologique. Après, le terme de violence, c'est un terme assez complexe. De ce que j'ai pu comprendre, normalement, on doit l'utiliser exclusivement dans le cadre de la violence physique, sinon il perd un peu son sens. Pour autant, effectivement, quand on maîtrise un certain nombre de codes sur le terrain de la langue, on peut faire face à des formes d'agression, que ce soit des pics, notamment au travail, ou même des insultes. Alors, tu critiques plus la mentalité ghetto, disparaît au profit du délire transgenre? Alors là, j'ai absolument rien compris. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment on est passé de la mentalité ghetto au délire transgenre. Bon, j'ai déjà évoqué cette situation du transgenre et de la société, de la post-vérité que cette idéologie véhicule. J'en ai parlé la semaine dernière. J'y consacrerai une vidéo une prochaine fois si vous voulez. Simplement, je demande à celles et ceux qui font l'effort de me poser des questions, d'essayer d'être un minimum bienveillant, d'essayer de vous inscrire, non pas dans des procès d'intention, mais dans une volonté vraiment de comprendre ce que je dis. Alors certes, j'ai peut-être moi des défaillances en termes de pédagogie, mais de grâce quand même, n'essayez pas de nous amener sur différents terrains tout aussi improbables les uns que les autres pour ne pas dire autre chose. Donc pour revenir quand même à mon propos du jour, conditionnement d'abord physique via l'enfermement entre nous, auquel est venu s'ajouter un conditionnement psychologique. Les deux ont donné naissance à une mentalité ghetto, victimaire, rebelle. Cette mentalité victimaire et rebelle, sur fond de culture de la violence et ayant pour carburant la haine, eh bien, évidemment, c'est retourné contre nous, c'est l'autodestruction. Il suffit de voir le nombre de cadavres de rappeurs qui prônaient la violence, notamment aux États-Unis, que l'on ne les dénombre plus. Le premier étant Tupac. Et le dernier en date, même pas le dernier d'ailleurs, Pop Smoke, mais globalement, le black on black crime, comme on dit aux États-Unis, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que sur 10 morts d'afro, 9 ont été causés par un afro. C'est-à-dire que souvent, on s'insurge quand il s'agit d'une bavure policière, mais c'est une fois sur 10 et encore. Et le Black Lives Matter, curieusement, n'est brandi que à l'occasion d'une bavure. Quand c'est les jeunes entre eux, là, le slogan, il est dans les cartons, il est dans les tiroirs, et on détourne les yeux. Alors même que ça crée une hémorragie intellectuelle au sein de la communauté, parce que derrière une jeune Kaira, derrière un jeune homme qui a sombré dans l'identité ghetto, se cache potentiellement, très souvent, un potentiel docteur, potentiel avocat, potentiel chirurgien, potentiel architecte, potentiel député, potentiel ministre. Oui, on ne le saura jamais, mais c'est statistique, c'est-à-dire que
si on lui avait donné la possibilité par le langage et par un mindset positif, optimiste, empreint d'estime de lui-même, de confiance en soi, qui ne doit pas se structurer sur la violence, il aurait pu, à l'image d'un Malcolm X, à l'image d'un Martin Luther King, à l'image d'un Frédéric Douglass, eh bien, s'émanciper et atteindre la meilleure version de lui-même dans une branche professionnelle qui l'aurait ensuite mis au service du plus grand nombre. Alors, les Renois d'aujourd'hui sont dans la masculinité, ça c'est la vraie saleté de la communauté, car beaucoup d'intellectuels qui ont accès à certains savoirs, on a les délires peu glorieux. Voilà, c'est un peu, pour résumer, c'est à peu près ça. C'est que ça résume, c'est un peu ça. C'est qu'en effet, c'est même plus de la masculinité en l'occurrence là, c'est vraiment de ce qu'on appelle l'hyper-virilité. Parce que la masculinité en elle-même, c'est pas en soi, pour moi en tout cas, c'est pas synonyme de toxicité, contrairement à ce que d'aucuns veulent véhiculer. La masculinité, c'est le rapport au courage, à l'audace, à la dureté, qui sont dans bien des cas nécessaires pour affronter les difficultés de la vie, notamment sur le terrain psychologique, quand il faut aller combattre, chercher l'argent, quand on fait face à des difficultés, à des drames, eh bien serrer les dents plutôt que de s'effondrer, parce que c'est en serrant les dents qu'on peut soutenir quand même cette douleur à l'échelle de la famille. Alors, un noir qui tue un noir, tout le monde s'en fout, quand un blanc... Voilà, c'est un peu ce que je disais à l'instant, merci de le confirmer. Je sais pas si tu connais... Oui, Jean-Marc Brigelli, oui, Jean-Paul Brigelli, qui explique le nivellement vers le bas de votre niveau A depuis les années 60. Alors, Jean-Paul Brigelli, c'est considéré comme à la fois un spécialiste de l'éducation, mais en même temps affilié plus ou moins à l'extrême droite, mais bon, ça c'est autre chose, et qui, voilà, lui, il voit dans le constat que je dresse, notamment à l'échelle scolaire, une machination, ou du moins un plan volontairement signé et acté par l'élite européenne, ce qu'ils ont appelé je crois que c'était le plan de Lisbonne, ou je sais plus comment ils vont appeler ça, mais en tout cas, en gros, c'est considéré que l'Europe aujourd'hui devait être l'Europe de la connaissance et non plus l'Europe de l'industrie, c'est-à-dire des bras, et que l'Europe de la connaissance avait vocation à faire émerger 20% d'une élite, c'est-à-dire des cadres, et que le reste, bon, ne servait pas à grand-chose, et que factuellement, à l'échelle scolaire, il ne servait à rien, contrairement aux années 50, 60, où la France, par exemple, avait besoin de faire émerger une élite de cadres, parce que c'était les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité, bien au contraire. Donc Jean-Paul Brigelli évoque ça, et notamment, d'ailleurs je l'ai mis dans une certaine vidéo, j'ai passé un de ses extraits, le rapport au langage. Les messages sont limites en termes de caractère, mais donc excuse des fautes. Oh, cher frère Eddy Doumbia, tu es tout excusé. Tu vois bien, je me suis pas formalisé. Là, je reste sur le fond. Hein. Je vais pas chercher la petite bête. Ah, c'est mal écrit. Quand même pas. Moi-même, je commets dans mon expression avec vous, j'ai commis quelques fautes de syntaxe par moment, alors que je suis formateur. Donc c'est dire. Alors, au temps de Robert Schuman, voilà, c'était pas la même époque. Mais pour revenir vraiment au propos du jour et pour arriver vers une conclusion qui se voudra positive, il existe aujourd'hui, et c'est triste, hein, avec tout ce constat, un endroit au monde, en tout cas le meilleur endroit au monde, qui offre la possibilité à un jeune homme prisonnier de cette mentalité ghetto de s'en libérer, de faire sortir le ghetto de lui. C'est la prison. Aussi surprenant, paradoxal que cela puisse paraître, c'est la prison. Pourquoi la prison constitue-t-elle la planche de salut, l'espace de renaissance même, je dirais. Je l'ai vécu, hein, mais pas que à mon niveau. Alors, certains font la référence plus célèbre que moi et ô combien de Malcolm X, mais pourquoi la prison constitue cet espace de libération de cette mentalité ghetto? Pour, à mon sens, 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est qu'une cellule, eh bien, c'est un espace idéal pour opérer de force une introspection. Quand vous êtes en cellule, ben, vous réfléchissez sur votre vie, sur vos choix. Donc, à ce moment-là, surtout si c'est une longue peine. Là, je ne parle pas des peines de 2-3 mois. Je parle sur une longue peine de 1, 2, 3 ans. D'accord? Donc, alors certains disent que alors c'est pour ça que je vais mettre une conditionnalité. Vous faites bien de remarquer de faire savoir que certains appellent la prison l'école du crime. C'est très vrai. C'est pour ça que je vais conditionner. J'ai bien mis 3 raisons. Les 3 doivent être réunis pour que la prison se transforme en berceau d'une renaissance et non pas en prolongement du crime, d'accord? Donc il y a vraiment 3 raisons. La première, c'est que c'est un espace d'introspection, potentiellement. C'est fondamental. Vous êtes entre 4 murs, vous pouvez réfléchir sur vous-même et réaliser à ce moment-là que finalement, ce que vous avez été jusque-là n'était pas vraiment votre vous,
mais c'est authentique, mais c'était plutôt le vous du ghetto. C'était l'attitude, c'était la crime, c'était le ghetto. C'était pas le fils de sa mère, de son père, de son aïeux, qui avait vocation à devenir autre chose qu'un dealer, qu'un braqueur, qu'un racketteur, qu'un embrouilleur. D'accord? Donc en cellule, maintenant, déjà cette première condition, elle trouve vite sa limite dans la mesure où, si vous êtes en cellule avec un co-cellulier, 1 ou 2 ou 3, dans certaines cellules, vu la surpopulation, qui, eux, sont totalement lobotomisés par la carrière attitude et à longueur de journée vous parlent des différents coups qu'ils ont faits et qu'ils comptent faire, bon, c'est sûr que c'est pas évident de se détacher, de se couper. Pour autant, la première condition, c'est celle-ci. C'est que déjà en cellule, sachant que même en cellule, vous n'êtes pas avec des amis d'enfance, donc quelque part, vous êtes avec des inconnus, et les premiers jours ou les premiers mois, vous êtes avec vous-même principalement. Donc là, c'est l'espace de l'introspection. Espace que vous n'avez pas, dont vous ne disposez pas à l'extérieur. D'accord? Donc, la cellule le permet. Deuxième élément qui permet de voir dans la prison une bénédiction, une vraie opportunité. C'est que au fil du temps, vous observez la raréfaction des marques de soutien de ceux particulièrement qui étaient censés être vos gars sûrs. Donc concrètement, vous recevez de moins en moins de mandats, de moins en moins de courriers. Bref, le temps vous prouve qu'en définitive, les liens d'attachement n'étaient pas aussi profonds que cela, que vous avez été vite oublié. Et donc ce sentiment d'oubli renforce, en tout cas, vous pousse à épouser le constat que le temps que vous avez passé à jurer par votre cité, par vos gars sûrs, par votre équipe, tout ça, c'était de l'illusion. C'était un emprisonnement. Donc ça, c'est déjà le deuxième point, l'absence de soutien continu. Et enfin, le troisième point, et c'est le point le plus important et qui va permettre de répondre à une remarque très judicieuse sur l'école du crime, c'est la lecture. C'est qu'une cellule, c'est le lieu idéal pour accéder à la vraie liberté par la lecture. D'accord? La vraie liberté, c'est d'abord la liberté de penser. Mais pour accéder à cette liberté, encore faut-il avoir suffisamment de vocabulaire. Les limites de mon langage sont les limites de ma pensée. Donc, moins on a de vocabulaire, moins on pense. Et il faut au minimum 2500 mots. En banlieue, on grandit avec 300 mots. Donc, fondamentalement, la lecture. La cellule, c'est le lieu idéal pour se consacrer à la lecture. Simplement. Et c'est là où le défi se dresse. Dans une société qui offre, y compris en prison, l'accès aux jeux vidéo et à différentes plateformes, eh bien, même en prison, on peut se laisser aspirer, engluer par cette passivité cérébrale qu'offrent les jeux vidéo, qu'offrent les séries. Voilà. Donc, vous pouvez passer des mois et des mois, voire des années, à passer vos journées accrochés aux manettes de jeux vidéo et à ne pas ouvrir un livre. Donc, c'est pas automatique. C'est la raison pour laquelle il faut au moins avoir une prise de conscience, souvent qui vous vient de l'extérieur ou peut-être d'un co-cellulier ou un autre taulard que vous croisez en promenade, un peu plus âgé. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu cette prise de conscience. Donc, les trois conditions sont là pour permettre de transformer une cellule en espace de renaissance. Alors on va dire ça à mon petit frère qui galère en prison. Oui, c'est une vie d'ermite forcée. Oui, je ne dis pas que c'est facile. Comprenez-moi bien. Hein, c'est une métaphore quand je dis c'est une bénédiction. Pour moi, ça a été une bénédiction, mais encore m'a-t-il fallu que j'ouvre les yeux sur l'opportunité que cela m'offrait. D'accord? Mais maintenant, évidemment, si on arrive là-bas, déjà on est secoué, on se remet pas en question, on est enfermé dans le discours victimaire, c'est de la faute de l'école, c'est de la faute du système, c'est de la faute de mon avocat, c'est de la faute. Oui, là-dessus, on va être rongé et la prison sera le prolongement ce sera comme une camisole ou comme, j'allais dire, une salle de torture, c'est indéniable. Maintenant, à contrario, si on accepte, eh bien, de se remettre en question et on constate qu'une prison en France, c'est pas non plus la prison dans la bas des Philippines
ou du Salvador, où ils sont entassés à 80 dans la cellule, ou dans d'autres pays, d'Afrique francophone, on peut se dire que bon, on n'est pas si mal loti que ça. Autrement dit, on a la possibilité, parce qu'on a accès à des bibliothèques, par exemple au Brésil, je ne sais pas si vous le savez, le gouvernement a mis en place un système de récompense pour, en fonction des livres que vous lisez en tant que détenu, et si vous effectuez des résumés, donc si vous prouvez que vous les avez lus et compris, vous obtenez des réductions de peine. Vous voyez ? Donc ce que je dis là, ça n'a rien de stupéfiant pour ceux qui connaissent l'importance de la lecture. Le système carcéral, les institutions savent que la clé de la liberté dans le monde et de l'enrichissement, c'est la lecture. Le monde se divise en deux, avec d'un côté ceux qui lisent et de l'autre côté ceux qui obéissent ou désobéissent, mais en tout cas qu'ils subissent quand même, ceux qui lisent. C'est comme ça. Il n'y a pas de juste milieu. Et ceux qui lisent deviennent docteurs, parce que pour devenir docteur, il faut lire des livres de médecine, deviennent avocats, pour devenir avocat, il faut lire des livres de droit, deviennent ingénieurs, et ainsi de suite. Mais la lecture, c'est tout cela, c'est pas juste lire des romans. Quand je dis lire, c'est entretenir au quotidien un rapport étroit avec la chose écrite qui permet de nourrir la concentration, le sens de la précision, la maîtrise des concepts, de l'abstraction, de la spéculation. Donc tout ce qui élève l'esprit et le sort de son émotivité. C'est ça la lecture. C'est ce qu'évoquait dans cet ouvrage. Faites-les lire. Alors j'espère le retrouver, ce passage emblématique. Je crois l'avoir déjà lu ici, mais c'est toujours bien, voilà, de le relire. Page 263. Soit l'enfant lit, soit il se condamne à ne jamais déployer son plein potentiel intellectuel. Voilà, donc fondamentalement, toutes les études le disent, c'est que pour accéder à la meilleure version de vous-même, pour accéder à votre vraie liberté, pour accéder à votre intelligence, pour déployer votre potentiel, ça passe par la lecture. Voilà, il n'y a pas que la lecture dans la vie, entendons-nous bien. L'expérience aussi doit venir confronter ce que vous avez compris dans les livres. Néanmoins, c'est une condition sine qua non. Voilà. Après, n'allez pas vous attarder. L'auteur de cet ouvrage, c'est Michel Desmurget. Voilà. N'allez pas vous attarder sur un micro-exemple pour vouloir venir enterrer ce que je suis en train de dire. D'accord ? Donc là-dessus, et donc pour revenir en résumé, le combat, à mon sens, que nous devons mener prioritairement, ce n'est pas un combat contre le néocolonialisme, contre la mémoire de l'esclavage, contre la reconnaissance de crimes contre l'humanité, la réparation. Pour moi, ça, ce sont des combats de ceux qui sont impuissants sur le terrain de l'utilité. C'est-à-dire que, bon, au lieu de se focaliser sur le drame, à savoir que 150 000 jeunes par an quittent le système scolaire sans le moindre diplôme, rien qu'en France, et dans les 150 000, il y en a au moins la moitié qui sont afro, on va pas se mentir, eh bien plutôt que de se focaliser sur ce combat-là, non, on va s'attarder sur la boîte de nuit qui nous a refusé, qui refuse l'entrée, sur tel restaurant qui n'a pas voulu de notre tête grainée. Bon, voilà. Alors que dans le fond, quand on sort, quand on emprunte les transports en commun, quand on traverse nos banlieues HLM, on observe, on constate que l'insalubrité, que l'incivilité, que le rapport à la violence, que l'autodestruction, c'est de notre fait. C'est de notre fait principalement. Voilà. Alors toutes les études le disent, mais pas tout nous y éloigne. Mais tout nous y éloigne, tout parent devrait en être conscient. Voilà, tout parent devrait en être conscient, mais après, moi je n'accable pas les parents, étant parent moi-même, je sais combien, quand on se casse le dos en journée pour essayer de répondre aux exigences économiques, payer les charges, mettre le pain sur la table, les vêtements sur le dos de nos enfants, on n'a pas forcément l'énergie ensuite à consacrer pour transmettre à son enfant en bas âge le goût de la lecture qui est en concurrence avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'est du plaisir immédiat, c'est de la dopamine, ou même les dessins animés, enfin voilà, tout cet univers de dopamine. D'accord ? Certains appellent même ça le capitalisme libidineux, parce que c'est vraiment immédiat.
il y a 60 ans, il était beaucoup plus facile de transmettre le goût de la lecture à des enfants, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres activités alternatives. Aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. Au contraire, c'est un parcours du combattant, sans avoir recours à la violence physique, au châtiment. Alors là, ça serait pire. Mais parfois, vous êtes parent, vous sortez du boulot, où déjà, on vous a cassé la tête, on vous a manqué de respect, vous avez été écrasé parfois par des sentiments d'humiliation. Vous rentrez à la maison, la seule chose que vous voulez recevoir de vos enfants, ce n'est pas des cris, c'est plutôt des marques d'affection, de l'amour, pour au moins vous dire que votre combat, tout cela, ça a au moins un intérêt. D'accord ? Or, quand vous essayez de transmettre le goût de la lecture à des enfants récalcitrants, vous allez voir dans leurs yeux un sentiment d'injustice, un rejet, ça peut vous blesser, ça peut vous froisser. Donc c'est pas évident. Maintenant, ce que vous pouvez mettre en place, parce qu'il ne s'agit pas de tenir un discours pessimiste, vous m'avez compris, ce qu'il faut mettre en place, c'est un système de récompense. D'abord, la lecture accompagnée, ça marche mieux que tout. Lire avec votre enfant 1 page, 2 pages, et ensuite lui demander ce qu'il a compris, en lui demandant de verbaliser ce qu'il a compris, histoire qu'il récupère le vocabulaire qu'il a entendu. Ça, c'est vraiment le premier pas dans l'apprentissage, dans le goût des mots. Et ensuite, dans son indépendant, donc dans sa pratique individuelle, mettre en place un système de récompense concret. Chérie, si tu lis 10 pages, un chapitre, et qu'ensuite tu me le résumes à l'écrit, la maîtrise de son cerveau passe par la maîtrise de l'écrit, dois-je le rappeler, eh bien, tu auras telle récompense, 1 heure de jeu en plus, tel argent de poche en plus, etc. Donc le système de récompense peut porter ses fruits. J'insiste à nouveau, je ne dis pas que ce sera facile, un jeu d'enfant. Je dis juste que c'est des clés qui donnent accès. C'est-à-dire on est dans le possible. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, ça restera quand même de l'ordre de l'effort. Mais c'est un effort salutaire. C'est un effort, si vous le fournissez, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le déclic va s'opérer et ensuite, toute votre vie, votre enfant sera pleinement votre fierté. Pas votre fierté juste parce que c'est votre enfant. Votre fierté parce qu'il va pouvoir déployer les ailes que peut-être vous n'avez pas pu déployer et qui vont lui donner un accès inestimable à certaines hauteurs en termes de sagesse, en termes de fonction, en termes d'ambition, parce que les deux sont liés. Quand vous avez une estime de vous, quand vous avez beaucoup de vocabulaire, au quotidien, ça vous donne une capacité à échanger, à avoir des réflexions, à vous montrer fin, à avoir de la répartie. Autant de moments qui vont vous galvaniser en termes d'estime de vous-même. Cette estime de vous-même va ensuite se répercuter sur de l'ambition. C'est un cercle vertueux. Parfois, il est vicieux, mais là, en l'occurrence, il est vertueux. C'est-à-dire, un vocabulaire riche, donne lieu à une ambition élevée. Et cette ambition élevée sera le moteur de l'effort à fournir pour atteindre cette ambition. Et l'effort à fournir sur le terrain éducationnel, sur le terrain de l'écoute et de faire ses devoirs, aimer avoir des bonnes notes et gravir les échelons patiemment. Donc vraiment, il y a un cercle vertueux à mettre en place par le goût des mots, par le goût de la lecture. Et ça, c'est le meilleur moyen de préserver le plus tôt possible votre enfant, quand bien même vous vivez en banlieue HLM, de l'emprise de la mentalité ghetto. La mentalité ghetto s'empare de votre enfant. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est beaucoup plus tôt, c'est dès 8 ans, 10 ans, surtout s'il est en école publique. Voilà, à peu près dans ces âges-là. Mais vous pouvez anticiper, en tout cas, de manière préventive, si vous parvenez, quand il a 5 ans, 8 ans, 6 ans, 7 ans, déjà lui donner un minimum le goût des mots. Et même après, parce qu'il n'est jamais trop tard, vous pouvez, il a 10 ans, il a 12 ans, il a 15 ans, lui donner ce goût des mots, lecture accompagnée, système de récompense, échange, discussion. Il faut vraiment que votre enfant prenne l'habitude de discuter, d'argumenter de façon précise. Ça va l'obliger à maîtriser les adjectifs qualificatifs qui permettent de se montrer précis. Ça va l'obliger à maîtriser les verbes qui permettent d'être précis dans les descriptions des actions, de maîtriser les adverbes qui permettent aussi la nuance. D'accord, donc ce sont tous ces outils-là qui sont indispensables. Alors, tu as 100%, mais des solutions sont en train de devenir inaptes car on a déjà changé d'ère et des modèles post-Covid. Solution, devenir inapte. Alors, Eddy Doumbia, est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Parce que là, inapte, j'ai du mal à comprendre en quoi le fait
d'entraîner son enfant sur le chemin de la lecture et du goût des mots via la lecture accompagnée ou via le système de récompense peut s'avérer être inapte. Je serais curieux de lire ta réponse et je te remercie par avance. Mais toujours est-il que, voilà, pour ce qui est de cobaladés et de tous les cobaladés de France et des États-Unis, on pense à Baltimore et des favelas au Brésil ou ailleurs, le combat à mener, c'est d'abord réaliser que nous devons maîtriser notre liberté et non plus nous focaliser sur le combat de libération. C'est un combat passé, en tout cas en Occident. En Afrique encore, on peut considérer, parce qu'il y a encore les symboles du néocolonialisme, qu'on s'inscrit toujours dans une dynamique de libération. Néanmoins, le vrai combat, c'est sur le fait de dompter notre liberté. En domptant notre ignorance, en accédant à la connaissance, en accédant au goût du savoir, en accédant à l'estime de soi, en brisant le complexe d'infériorité d'un côté, en anesthésiant ou du moins en enterrant notre rapport à la violence. C'est vraiment le défi, notre rapport à la violence. Ne plus voir dans la violence un allié, voir dans la violence une défaite, un abaissement de notre âme et de notre dignité. Alors je me doute bien que ce n'est pas en un live que je vais changer les mentalités. Simplement, rassurez-vous, vous connaissez mon endurance. Ça fait des années que je martèle ce discours. Petit à petit, il prend vie, comme une graine, il s'insère dans un certain nombre de cerveaux. Il n'est pas rare que je croise des frères et des sœurs qui me remercient pour les efforts que je fournis à ce niveau-là. Et avant de clôturer, je vais vous recommander deux lectures, en plus de celle les mémoires de Frédéric Douglass, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Alors il y a deux ouvrages qui sont très riches d'enseignements, très fournis. C'est par exemple celui-ci, à plusieurs mains, de la question sociale à la question raciale. Pourquoi cet ouvrage est fondamental? Il permet de répondre à tous les démagos populistes de droite et d'extrême droite qui veulent lire uniquement la délinquance sous le prisme racial. Or, regardez, les prisons sont occupées par des Noirs et des Arabes. Finalement, c'est l'immigration le problème. Eh bien, cet ouvrage explique que non. Derrière les questions sociales, derrière les questions raciales, soi-disant, les réponses sont essentiellement sociales. Et quand elles sont raciales, elles ne sont pas raciales au sens génétique, elles sont raciales au sens historique, en termes de continuation de certains préjugés qui sont véhiculés dans les médias, dans l'absence d'identification, et qui donnent lieu en réaction à l'émergence de contre-modèles ou d'anti-modèles. C'est par exemple le test de la poupée, où les jeunes filles ou des jeunes garçons identifient le mâle à travers des poupées afro, alors que à côté, les poupées similaires, mais qui sont claires de peau. Bon, donc le problème de cet ouvrage répond à un certain nombre de problématiques. Il est très très riche, vraiment. Il faudrait 2 lives pour vous les exposer. Mais ça permet de faire le distinguo entre ce qui relève du social et ce que l'on veut attribuer au racial. D'accord ? Donc c'est fondamentalement les combats, que ce soit la linguistique, que ce soit les déterminismes, c'est essentiellement de l'ordre du social. Et puis cet ouvrage, alors il est en anglais, d'un auteur qui aujourd'hui, c'est certainement le plus grand sociologue, et je pèse mes mots, afro-américain, mais américain, peut-être même mondial, Thomas Sowell, qui, le premier, et encore aujourd'hui le seul, je crois, a réussi à décrire, comme j'essaie de le faire avec mes petits moyens, justement la naissance de cette identité ghetto autodestructrice, et qui viendrait d'abord de la culture redneck, donc les blancs gueux aux États-Unis, irlandais d'abord, qui étaient rejetés, qui ont donc entretenu cette culture de la rébellion, et qui ensuite s'est inséré dans les ghettos américains, après avec le cocktail des années 70, l'avènement de l'héroïne, et j'en passe, et par la suite les pères d'abord qui ont explosé, et la culture de l'hyper-virilité qui s'est emparée des foyers monoparentaux, avec ce que ça donne de culture de gang, culture grégaire, culture de groupe. Voilà. Donc Thomas Sowell, ces 2 ouvrages, honnêtement, si vous les épluchez, vous en saurez un bon rayon sur ces thématiques. Voilà. Alors Umar Johnson, oui, bien devant Umar Johnson. Et citez-moi un livre rédigé par Umar Johnson. Umar Johnson, lui, son obsession, c'est le séparatisme racial. Lui, il a une obsession, c'est ça. C'est pas mal, le Black Love. Mais lui, il voit dans le non-Black Love
le symbole d'une sorte de d'auto-génocide. Bon, je résume, mais attention, Umar Johnson, il est très pertinent sur bon nombre de sujets. Là, je parle vraiment des ouvrages. Moi, tant qu'un intellectuel ou un prétendu intellectuel n'a pas écrit un ouvrage, pour moi, ce n'est pas... cet ouvrage, voilà, le frère qui me l'a recommandé, je crois qu'il est présent, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, parce que toujours, hein, c'est de la transmission, c'est le donner et le recevoir. Moi, je transmets, d'autres me transmettent des infos, et c'est l'avantage de la connaissance. Contrairement à l'argent, quand vous donnez de la connaissance, vous n'en perdez pas. Et c'est ce que d'autres communautés ont compris, là où notre on a encore un peu parfois du mal. Alors Thomas Sowell, c'est un économiste, oui, sur certains points. Maintenant, sur d'autres points, on peut considérer quand même qu'il est un peu plus que ça. Je vous invite à regarder une vidéo sur Internet qui a consacré d'ailleurs une partie de son œuvre, en faisant le lien avec le rap, très très riche. J'ai oublié le titre de la vidéo. Comment s'appelle l'ouvrage? Alors je vais vous redonner le nom. Donc c'est Black Redneck et White Liberals. Vous m'excuserez de l'accent allemand. D'accord? Et de la question sociale à la question raciale, les deux références majeures pour ce soir. On vous en remercie, on a appris et apprécié le geste. Voilà. Merci à vous. Et pour celles et ceux parmi vous qui veulent participer, assister et recevoir mon enseignement ce dimanche à l'occasion de la masterclass où je vais délivrer autour d'une analyse sur le pouvoir des mots, tant sur le plan émotionnel, on sait que beaucoup ne parviennent pas à maîtriser le pouvoir des mots émotionnels et ainsi sont assez déficitaires en matière d'intelligence émotionnelle, que sur le terrain rationnel, le pouvoir des mots rationnels. Eh bien, dimanche, la masterclass d'anthologie vous attend. Il vous reste moins de 10 places. Le lien se trouve dans la bio. Il vous suffit de vous inscrire, vous serez les bienvenus. Inutile de vous dire que vous ne le regretterez pas. Si vous voulez vous élever en ayant accès vraiment au secret en rapport avec les mots. Avez-vous déjà traité des œuvres d'Hannah Arendt? Alors Hannah Arendt, oui, figure, j'ai pas encore traité ces ouvrages, mais c'est vrai qu'ils sont très riches, notamment son ouvrage sur l'homme moderne, où elle explique bon, pas mal de choses, évidemment, mais le clivage que j'apprécie beaucoup dans son analyse, c'est, d'ailleurs ça fait écho à ce que j'essaie de vous expliquer, hein, entre l'homo faber, l'homme qui fabrique, et l'homo laborens, l'homme qui travaille durement. Et l'épanouissement est réservé à l'homme qui fabrique, l'homme qui s'émancipe par son cerveau. Donc, tout ce que je vous dis, de toute façon, ne s'inscrit que dans une longue étude, une longue analyse que d'autres avant moi ne cessent de réactualiser. La seule chose novatrice que j'apporte, moi, c'est mon enseignement, ce sont mes formations, qui sont le fruit de ma créativité, de mes parcours universitaires, mathématiques, philosophie, de mes lectures transversales, ainsi que de mon expérience. Le tout, j'ai réussi à constituer, on peut dire, un ovni d'enseignement, mais qui a une efficacité plus que foudroyante. Donc merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que vous en avez tiré un enseignement utile pour comprendre le monde et ainsi pour mieux l'appréhender. Le savoir, vous le savez que c'est comme une torche dans la nuit, ça permet d'éviter de se cogner, voire même de tomber dans le ravin. La semaine prochaine, je vous donne à nouveau rendez-vous. Je ne vous en dis pas plus concernant la thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre. Et pour celles et ceux qui assisteront à la masterclass de dimanche, eh bien, je vous dis à très bientôt. Sinon, on continue à se suivre via les vidéos que je poste. Et évidemment, encore merci, mille merci pour votre marque de soutien. Vous savez bien que elle constitue mon carburant, la route étant encore longue. Néanmoins, comme on dit, goutte après goutte, l'eau creuse la pierre. Donc c'est vraiment petit à petit, chaque effort doit être fourni au quotidien et le grand œuvre finit par être achevé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et par-dessus tout, prenez soin de votre cerveau. Noblesse oblige.